le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce aujourd'hui de première sortie de la page internationale pour cette semaine. Bon début de semaine à tous et à toutes. Depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour la présentation. À Jacques Mel pour ce grand journal. Journal François Smith, Jean-Julien Roubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. 2 fusillades faisant plusieurs morts ont eu lieu en moins de 24 heures aux États-Unis. Des événements qui tendent à se banaliser dans un pays où le racisme est endémique. Mathieu Mabin, l'envoyé spécial de France 24, pour décrypter la situation aux États-Unis. Et on retrouve Mathieu Mabin en direct depuis Washington. Bonjour à vous, Mathieu, correspondant de France 24 aux États-Unis. Mathieu, il y a eu Buffalo samedi, la Californie aujourd'hui. Est-ce que les États-Unis sont-ils de plus en plus confrontés à des attaques racistes ? Oui, effectivement, de plus en plus de crimes racistes et un phénomène en effet qui tente à se banaliser, c'est la rencontre entre une spécialité très américaine, le crime de masse, et des théories racistes de plus en plus étayées. Et c'est probablement cela qui est nouveau, puisque vous le savez, les Américains sont tristement accoutumés aux tueries de masse, et quant au racisme, il est tout simplement endémique de la nation américaine. Et donc, le fait que régulièrement des militants d'extrême droite, souvent inspirés par les théories des suprémacistes blancs, le fait que ces militants passent à l'acte, à l'image de Brenton Tarrant, rappelez-vous, à Christchurch en 2019, vous vous en souvenez, ces passages à l'acte sont désormais non pas seulement au cœur des préoccupations des services de renseignement intérieur américains, mais ils sont tout simplement devenus leur principal sujet d'intérêt. Principal sujet devant la menace terroriste extérieure. En clair, la nation du 11 septembre 2001 considère désormais que cette dérive sectaire qui ronge la société américaine est devenue une menace plus grave et surtout plus concrète qu'Al-Qaïda ou l'organisation État islamique. Le terrorisme domestique, c'est comme cela qu'ils l'appellent, qui se mêle à des discours politiques toujours plus radicaux, fait désormais le quotidien des agents de renseignement du FBI. Bien sûr, l'attaque du Capitole du 6 janvier avait participé à révéler le phénomène avec l'apparition d'organisations paramilitaires ouvertement hostiles à la démocratie américaine. Mais malgré la mutation des mouvements racistes américains et surtout leur banalisation dans le discours politique républicain, on ne peut pas considérer cela comme un phénomène nouveau, en tout cas pas complètement, tout au plus comme un phénomène en expansion. Une expansion d'ailleurs garantie par les chaînes d'information partisanes, la faiblesse et la même quasi-absence de services publics de l'information aux États-Unis et la prolifération de théories du complot consécutive à la rupture de confiance réelle entre les Américains et leurs médias. La guerre continue en Ukraine. L'Ukraine se prépare à une intensification des attaques russes dans le Donbass, dans l'est du pays. Objectif prioritaire de Moscou, mais ses forces sont en perte de vitesse, tandis que l'armée ukrainienne poursuit sa contre-offensive dans la région de Kharkiv. Voici un reportage signé Euronews. À Mariupol, au pied de cet immeuble dévasté, les habitants prennent ensemble le petit déjeuner. L'ambiance apparaît presque détendue, pourtant non loin de là, les forces russes poursuivent leur intense bombardement de l'usine Azovstal, où 1 millier de soldats seraient toujours retranchés. Les Russes transfèrent des troupes de la région de Kharkiv à celle de Lougansk dans le Donbass. Objectif prendre Sverodonetsk. Le Donbass est l'objectif principal de Moscou. Les habitants de Mariupol se préparent à de nouvelles frappes dans les prochains jours. L'immeuble de Natalia a été ravagé par les flammes après une pluie de bombardements sur la ville. Le feu a commencé chez les voisins. J'étais dans la cuisine lorsque j'ai senti de la fumée. J'ai commencé à ramasser mes affaires en sauvant ce que je pouvais. Les cages d'escalier ont brûlé. 3 personnes et un chien sont morts. Ils ont suffoqué à cause de la fumée. Nous n'avons pas pu les enterrer à cause des bombardements. Les habitants de Mariupol sont privés d'eau courante, d'électricité et de chauffage depuis le 2 mars dernier, date à laquelle les forces russes ont encerclé la ville.
Après le dernier approvisionnement, les habitants comme Natalia récupèrent et filtrent eux-mêmes l'eau de pluie. Quand il pleut, on récupère l'eau de pluie. On la filtre avec du charbon et du manganèse. On récupère aussi l'eau du baril dans la chaufferie. Pendant ce temps-là, dans la région de Kharkiv, ces images montrent un groupe de soldats ukrainiens. Ils auraient atteint la frontière russe et réinstallé un poste frontière bleu et jaune, les couleurs de l'Ukraine. Direction le Mali. Dans un communiqué, le gouvernement de transition a annoncé se retirer de tous les organes et instances de l'organisation. Voici un reportage signé Africa News. Le Mali quitte le G5 Sahel et sa force anti-djihadiste. Pour le gouvernement militaire de transition, l'organisation est instrumentalisée par l'extérieur. Lors d'une allocution télévisée, le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a tout de même annoncé conserver les relations bilatérales avec les pays du G5 Sahel. L'opposition de certains États du G5 Sahel à la présidence du Mali est liée aux manœuvres d'un État extra-régional visant désespérément à isoler notre pays, le Mali. Et de cette situation, le gouvernement de la République du Mali en déduit une perte d'autonomie, une instrumentalisation et un dysfonctionnement grave des organes du G5 Sahel. En conséquence, le gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. À l'origine des différends entre le Mali et le G5, en février 2022, l'organisation devait tenir une conférence à Bamako afin de consacrer le début de la présidence malienne. Mais près d'un trimestre après le terme indiqué, cette conférence ne s'est jamais tenue, a indiqué un communiqué du gouvernement malien. Le G5 est réduit à 4 pays, la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. Nous retournons aux États-Unis. Après la fusillade de Buffalo à New York, le président américain se rendra mardi à Buffalo après la fusillade qui a tué 10 personnes et fait 3 blessés, dont une majorité d'Afro-Américains. Voici un reportage signé Euronews. Recueillement à Buffalo dans l'état de New York après la fusillade de samedi qui a tué 10 personnes et fait 3 blessés dans un supermarché, dont une majorité d'Afro-Américains. Un crime décrit par les autorités comme raciste et motivé par la haine, perpétré par un suprémaciste blanc. Avant de se rendre sur place, Joe Biden s'est exprimé depuis Washington. Nous devons tous travailler ensemble pour faire face à la haine qui reste une tache sur l'âme de l'Amérique. Nos cœurs sont lourds, une fois de plus, mais notre détermination ne doit jamais faiblir. Le tireur, identifié comme Peyton Gendron, 18 ans, poursuivi pour meurtre avec préméditation, a plaidé non coupable lors d'une première comparution devant un juge. Il aurait conduit plus de 300 km depuis son lieu de résidence situé dans le sud de l'État pour perpétrer ce massacre, effectuant même une opération de reconnaissance la veille des faits. Les fusillades dans les lieux publics sont un véritable fléau aux États-Unis. Dimanche, une église en Californie a aussi fait l'objet d'une attaque, faisant un mort et 4 blessés graves. Avant de fermer cette page internationale pour aujourd'hui, zoom sur la guerre en Ukraine. Pourquoi les relations entre les pro-Biden, le président Biden et la CIA sont de plus en plus tendues? Écoutons le décryptage sur LCI. Puisque depuis 48 heures, visiblement Joe Biden est très agacé, il est furieux contre les fuites sur l'Ukraine faites anonymement par certains membres de son administration au New York Times. C'est la journaliste Laurence Haïm qui nous donne cette information. On est avec elle, journaliste spécialiste des États-Unis, vous connaissez bien sûr, sur LCI. De quoi s'agit-il, Laurence? Bonsoir, merci d'être avec nous. De quoi s'agit-il précisément? Quelles sont ces infos qui ont fuité, qui agacent tant le président américain? Écoutez, ça a fuité et en même temps, il y a eu un briefing de la Maison-Blanche avec la porte-parole Jen Psaki qui a effectivement confirmé que Joe Biden est extrêmement en colère, qu'il n'est pas du tout content, qu'il a téléphoné au directeur de la CIA, qu'il a téléphoné à son ministre de la Défense, Lloyd Austin, en disant lundi dernier, voilà, je suis très en colère, vous devez absolument contrôler les services de renseignement
pour qu'il n'y ait plus aucune fuite, parce qu'il y a eu trop de fuites au journal Le New York Times, qui a publié des informations qu'on confiait sous couvert évidemment d'anonymat des agents de renseignement sur ce qui se passe en Ukraine. Alors il y a 2 séries d'informations que le New York Times a publiées. D'abord des informations sur le fait que les Américains auraient beaucoup aidé les Ukrainiens à couler le 14 avril dernier un bateau au large de Mariupol. Et puis la deuxième information, c'est que les Américains auraient également aidé les Ukrainiens à tuer et à capturer des généraux russes. Alors, Joe Biden est furieux parce que d'abord, évidemment, il veut que tout cela, si c'est vrai, reste secret. Et il est surtout furieux, et il l'a dit, et la Maison-Blanche, encore une fois, l'a confirmé, parce qu'il craint la réaction de Vladimir Poutine. Merci beaucoup, passionnant. Laurence. Passionnant, ouais. Merci. La réaction de Vladimir Poutine. Passionnant. Dans un sens, est-ce que c'est pas rassurant de voir que Joe Biden a quand même ses limites? Là, il se dit, c'est dangereux. Mais c'est normal. Mais c'est normal. On a commencé déjà à le dire sur ce plateau hier, en présence de l'ancien adjoint du renseignement français, enfin de coordinateur du renseignement français, en disant que c'est pas normal que les espions viennent sur les plateaux télé, sauf quand ils sont, comme moi, les anciens. Mais les vrais espions ne doivent pas le faire. Et le renseignement, c'est quelque chose qui se consomme dans la douceur et dans le silence. Attendez, vous êtes trop bavard. Laurent Saïm, s'il vous plaît, un peu de calme autour de cette table. Pas vous, madame la députée. Hein. Vous faites ce que vous voulez. On va dire, ça y est, Brunette, inféodée à La République En Marche. Laurent Saïm, c'est vrai que tous ici, nous avions été étonnés de voir que finalement on communiquait allègrement sur les services américains ont donné un coup de main aux Ukrainiens pour abattre, pour couler un bateau, pour toucher ce général dans son bunker. Enfin, on était un peu étonnés. On se disait même c'est pas très stratégique parce que, ou alors on comprend pas tout parce que ça va vraiment beaucoup irriter les Russes. Bon, vous confirmez qu'il s'agissait bien, vous l'avez très bien dit, d'une fuite, ce qui est assez incroyable à ce niveau-là de l'État, de la CIA, à ce niveau stratégique. Alors Eric, connaissant bien Washington, je peux vous dire que ça arrive tout le temps à Washington parce que au sein d'une administration, il y a toujours des gens qui sont pas du tout contents de la manière dont le président gère les opérations. Ça s'est passé sous Clinton, ça s'est passé sous Obama où il y avait beaucoup de fuites, ça s'est passé évidemment sous Trump et là ça se passe encore plus sous Biden. C'est cette ville merveilleuse qu'est Washington où on vous fait un beau sourire et puis lorsqu'on n'est pas content, eh bien on prend son téléphone et on appelle sous couvert d'anonymat un journal comme le New York Times pour tout balancer. Alors encore une fois, on est dans une ville en ce moment qui est très sensible aux fuites. Non seulement les fuites sur l'Ukraine que je viens de vous dire, aussi les fuites à la Cour suprême sur l'avortement avec Politico qui a parlé de ça. Et donc d'une certaine manière, eh bien Joe Biden est extrêmement énervé. Il veut contrôler et évidemment un président veut toujours contrôler ce qu'on dit à la presse. Eh bien, Joe Biden veut contrôler ce qu'on dit et il veut absolument avoir une loyauté absolue autour de lui, des fidèles qui ne parlent. Et voilà, c'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce lundi. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod. Réalisation Télébeltop pour le camp de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel pour présenter cette page internationale. Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Il fait beau temps à Boston aujourd'hui, 80 degrés Fahrenheit. Ah oui, c'est 27 degrés Celsius. Jacmel, 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Janelle, bonsoir Rubens, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent lundi en compagnie de la radio. Bonsoir et joyeuse semaine. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.